Bonjour Mickaël. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur ma chaîne. Ça fait très plaisir de voir quelqu'un comme toi ici, parce que tu es une des personnes qui m'a inspiré en fait à investir dans l'immobilier. Donc merci beaucoup, ça me fait très très plaisir de t'interviewer. Du coup, pour commencer, pour les gens qui te découvriraient, bon, il y en a peut-être, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Oui, écoute, donc je suis Mickaël Ferrari, je suis l'auteur d'un blog qui s'appelle Esprit Riche et puis je suis investisseur et entrepreneur. Voilà, les gens me connaissent souvent, notamment pour la partie immobilier et ma chaîne YouTube associée. Et voilà, en synthèse, voilà. Ok, super. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Voilà, comment tout a commencé. Ouais, alors comment tout a commencé? Ça a commencé par un premier événement quand j'étais adolescent, c'était que mes parents étaient surendettés. euh, Ce qui m'a fait prendre conscience du rôle de l'argent dans nos vies. Euh, et après, si tu veux, j'ai cherché du coup, à mettre à l'abri de tout ça euh, par plein de moyens différents. Mais ce qui m'a conduit à faire des études longues, à déménager, à être salarié pendant 2 ans et pour me rendre compte que ça ne m'allait pas du tout. Et donc, quand j'ai vu que j'ai changé mon temps contre de l'argent et qu'au final, je récupérais une toute petite partie de la valeur que je pouvais générer. Je me suis dit, bah, écoute, si tu penses que tu peux mieux faire, prouve-le. Donc, je suis passé indépendant dans le métier que je faisais auparavant, c'est du conseil en organisation, euh, où j'ai très bien gagné ma vie pendant 5 6 ans. Mais j'ai changé toujours mon temps contre de l'argent. Et ce qui fait que je m'étais intéressé en devenant indépendant à toutes les formes d'investissement qui permettaient voilà, justement de déconnecter le temps et l'argent. Et j'ai vu que l'immobilier était en bonne posture pour ça. Et donc j'ai commencé à investir dans l'immobilier petit à petit, puis j'y ai pris goût. J'y ai pris goût. J'ai euh, j'ai acheté jusqu'à voilà j'ai plus de 5 immeubles et des locaux commerciaux, des maisons, des apparts. Enfin, j'ai pas mal de petites choses un peu de partout et du coup, j'ai à la fois allié ce que j'ai appris quand j'étais freelance, c'est-à-dire la partie conseil, la partie formation que j'ai appliquée à l'immobilier, où du coup, j'accompagne les gens aussi qui veulent investir et surtout, je le fais moi-même depuis plus de 10 ans maintenant. Et puis avec une vision parce que le nom de mon blog à la base, Esprit Riche, est là pour ça, hein, c'est dire que ce que je veux avant tout, c'est du temps de qualité, c'est des options, c'est pas m'enrichir pour m'enrichir, ça sert à rien. Donc c'est de le faire en conscience. Et donc l'immobilier, c'est mon terrain de jeu favori, mais en fait, j'aime bien toutes les formes d'investissement. J'aime bien comprendre et apprendre. Donc en fait, je creuse énormément de sujets en permanence. C'est ce que je fais la plupart de ma journée. Et que ce soit donc des investissements plus bourse, financiers, des SCPI. Et donc voilà, donc j'ai dû si tu veux, apprendre énormément de métiers différents, il y a du financement, il y a des travaux, il y a une partie juridique, il y a une partie fiscalité, voilà, il y a plein de parties sur lesquelles j'apprends tous les jours, hein. C'est très vaste, évidemment, chaque partie, mais c'est passionnant. Et donc, si tu veux, je suis passé de ce point de départ avec cet événement qui nous est arrivé avec mes parents à finalement cette situation aujourd'hui où j'ai la chance de pouvoir d'avoir créé ce capital, ce patrimoine, d'avoir à la fois faire un métier que j'aime bien, c'est-à-dire d'apprendre et de retranscrire ça en contenu pour les gens qui me suivent. Et voilà, je trouve que c'est une super manière. Et, euh, et puis voilà, et puis je pense qu'il reste, tu vois, en plus de 10 ans, le blog j'ai créé en 2007, hein, donc ça commence à faire. Et je vois qu'il reste toujours autant à faire au final auprès des gens qui, pour la plupart, sont encore dans se mettre au boulot dodo, pour beaucoup, surtout en ce moment, ils sont voilà, à un salaire de la ruine. Donc voilà. Ok, très bien. Et alors, du coup, bon, on a qu'une heure, mais je sais que tu as plein de choses à raconter. On va essayer de faire peut-être d'aller au plus simple. Donc, toi, aujourd'hui, tu es sorti de ce métro boulot dodo. Est-ce qu'il y a une recette, je vais pas en dire magique, mais est-ce que toi, tu aurais un conseil à donner pour comment on fait
C'est quoi les étapes pour sortir du métro boulot dodo? Ouais. Oui, alors évidemment, il n'y a pas de recette magique, mais on peut effectivement poser un certain nombre d'étapes. D'ailleurs, j'ai un livre que j'ai écrit qui sort au mois de mai et dans lequel je décris ces étapes. Donc, je peux en parler. Donc, il y a une première étape qui va être, selon moi, de déjà maîtriser ses propres finances, là où on en est aujourd'hui. C'est-à-dire savoir où va l'argent et le piloter. Ça, c'est la première étape, c'est-à-dire d'avoir une base à peu près saine. Même si on gagne pas beaucoup d'argent, c'est juste d'avoir une base à peu près saine, d'éliminer tout ce qui peut être éliminé comme dépenses. Ça, c'est la première étape. Ensuite, il va y avoir une deuxième étape qui va consister à progresser. Alors, progresser, pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ce qui bloque aujourd'hui les gens, c'est leur niveau de revenu, ben, il va falloir le développer, ce niveau de revenu. Il y a plein de manières de le faire. Ça peut être soit en ayant une partie entrepreneuriat à côté, soit en développant des compétences dans son milieu professionnel. Et puis, il y a plein de possibilités. Mais l'idée, c'est de pouvoir augmenter son revenu horaire. Et après, pour atteindre une forme de liberté financière, il faut absolument investir. Donc, investir, ça revêt essentiellement deux aspects. Le premier, ça va être d'investir en mode bourse long terme. Donc là, tu vas retrouver, tu sais, tout ce qui est les approches FIRE, où c'est généralement réservé aux très gros salaires hein, qui épargnent la moitié de leurs revenus. Donc, qui mettent ça en bourse. Ça, c'est une approche qui se défend, mais qui est vraiment réservée à en fait très peu de gens. Donc, en gros, c'est les mecs dans la tech. Voilà, je travaille chez Google. Je suis payé 200 000 dollars, je mets 100 000 dollars de côté par an. Voilà, c'est ce genre de profil. Euh, mais qui existe, hein, mais voilà, c'est plus une exception. Donc moi, je ne me suis pas orienté là-dessus, et puis c'est pas la méthode que je préfère pour ces raisons-là. Et je pense que l'autre aspect, c'est utiliser l'immobilier et ou l'entrepreneuriat. Donc l'entrepreneuriat, ça peut servir soit à augmenter ses revenus, soit à générer du capital que l'on investit après. Et l'immobilier, pour moi, est l'élément central. Alors bien que bah, dans les gens qui me suivent, tout le monde ne fait pas d'immobilier, parce que tout le monde n'aime pas l'immobilier et je le comprends. Mais pour moi, ça reste le moyen le plus simple de se créer du capital. Et si on se débrouille bien, c'est créer des revenus alternatifs avec ça. Après, dans l'immobilier, il y a 25 manières d'investir dans l'immobilier. Donc, il y a des gens qui, par exemple, vont s'amuser à faire de l'achat-revente de résidence principale. Donc, ils vont le faire tous les ans, tous les 2 ans. Et ils prennent 50, 100 000 euros à chaque fois. Et ben, sur 10 ans, ben, voilà, ça commence à faire du capital, quoi, à investir d'une autre manière. Il y a des gens qui vont faire au départ de l'investissement locatif classique et puis après travailler dans l'immobilier. Donc soit ils montent une conciergerie, ils font de la sous-location, ils deviennent marchands de biens. Enfin, et après il y a plein de possibilités où ils deviennent artisans pour certains. Voilà. Donc euh, et l'avantage de ces activités-là, surtout le marchand de biens d'ailleurs, c'est que c'est une activité où finalement tu travailles pas beaucoup. Dire si tu veux faire 4-5 opérations par an, ça te prend pas beaucoup de temps de faire ça en fait dans une année. Euh, Si tu te lances pas dans les trucs compliqués avec beaucoup de travaux évidemment, hein, parce qu'il y en a qui aiment bien les challenges et le travail, ils ont raison, mais du coup ça prend du temps. Donc toujours une question de savoir où on met les pieds et pourquoi on le fait, mais voilà, il y a tout un panel de possibilités. Ça, si tu veux, pour moi, c'est la troisième étape, hein. Donc, la première, c'est faire l'inventaire. La deuxième, c'est augmenter sa valeur. La troisième, c'est investir. Et puis, la quatrième, c'est après structurer tout ça. Parmi tout ça, en fait, souvent, on touche un petit peu différentes choses, mais c'est de choisir ce qui nous plaît le plus et après de le développer. Voilà, de le développer, de se focaliser sur ce qui a bien marché, ce qu'on aime bien faire et de se focaliser comme ça. Donc, en synthèse, si tu veux, si on dézoome énormément, le processus, il ressemble à ça. Ok, très très bien. Et alors du coup, donc là tu nous as donné voilà, globalement la recette. Et en combien de temps je peux passer de la personne qui ne maîtrise pas ses finances à l'étape 3 ou 4 où j'ai structuré, j'ai développé mes business, etc. Est-ce qu'il y a un temps, une durée précise? Oui, alors il y a la version pressée et il y a la version long terme. La version long terme,
Ça peut être 10 ans, 15 ans. Ça, c'est souvent des gens qui ont un job qu'ils aiment bien, mais ils veulent juste s'assurer un avenir, sécuriser leur retraite. Voilà, c'est pas une mauvaise idée en ce moment. Donc ça, c'est la version long terme. Donc là, euh, sur le temps, c'est pas une question, en fait. Pour ceux qui sont pressés, souvent, là, on parle de 1 à 2 ans minimum. C'est-à-dire qu'en 1 à 2 ans, tu peux te retrouver à gérer ou avoir acheté euh, entre 5 et 10 appartements. Donc, soit ils sont à toi, soit tu gères les appartements d'autres personnes. Donc, 5 à 10 appartements, ça paraît beaucoup quand on n'en a pas. Mais en fait, des fois, c'est 1 ou 2 immeubles, hein. Donc, c'est pas non plus, on fait pas 50 transactions. Et parfois, on achète un immeuble avec 3 appartes et puis on prend en gestion 7 appartements, hein. Donc, ça peut aller vite. Et donc, d'être orienté pour le coup quand on fait ça en mode entreprendre dans l'immobilier. Parce que si tu veux le faire en 2 ans, en 1 an, 2 ans, il faut avoir une forme d'activité commerciale dans l'immobilier. Et donc, souvent, 9 fois sur 10, ça s'oriente sur la location courte durée. Donc, du Airbnb, du Booking et ce type de location saisonnière. Et donc, ça, tu peux le mettre en place en 2 ans. Et bon, les stats, ça dépend un peu des villes et des périodes, mais grosso modo, tu sais qu'un appartement, normalement, ça te sort à peu près 300 euros net de tout à la fin du mois. Prends ça comme métrique. Sur 10 appartements, bah voilà, ça te fait à peu près 3 000 euros par mois et tu commences pour beaucoup de gens à atteindre un palier où ça remplace ton revenu salarial, quoi. Voilà. Ok, très bien. Et alors, une petite question sur l'immobilier, une question qu'on entend souvent et j'imagine que tu entends souvent aussi. Je voulais avoir ton avis là-dessus. Quand on veut investir, est-ce qu'on commence par sa résidence principale ou est-ce qu'on commence directement par du locatif ou de l'achat-revente ou autre chose? Est-ce que toi, enfin, quel est ton avis sur la question? Est-ce qu'il y a une meilleure réponse? Ouais, alors c'est un vaste sujet qui fait débat dans l'univers de la liberté financière. J'ai écrit dessus il y a des années. Euh, Si tu veux, il y a une première chose, c'est que pour la plupart des gens, en fait, pour les gens qui n'ont pas envie d'investir, n'y connaissent rien à l'argent et ne s'y intéressent pas, il vaut mieux qu'ils achètent leur résidence principale. C'est une épargne forcée et au moins ils auront ça à la fin de leur vie. Voilà, ça c'est la réponse simple. Après, pour ceux qui veulent investir et entreprendre, l'achat de la résidence principale est souvent un caillou dans la chaussure. Bon, ça, c'est à modérer avec l'endroit où on vit. Si vous vivez à la campagne où l'immobilier est pas cher, souvent, dans ces cas-là, il va être préférable d'acheter sa résidence principale parce que ça va pas être trop cher par rapport à, à son budget. Et qu'en plus, de toute façon, louer dans ce genre d'endroit, il y a quasiment rien ou alors c'est des trucs qui sont délabrés. Donc, ça, c'est le bémol. Mais si tu veux, une fois qu'on a mis ça de côté, quand tu achètes ta résidence principale, c'est un fait, hein, c'est des trucs que j'ai analysés il y a longtemps. Même si tu prends un crédit qui est à peu près équivalent à ce que tu paierais pour un loyer, tu vas avoir beaucoup plus de frais et tu vas avoir beaucoup plus envie de dépenser et d'investir dans ton logement. C'est normal, c'est ta maison ou ton appartement. Donc, le meubler un peu mieux que ce que tu aurais fait, le décorer, etc. Et donc, au final, tout ça va te coûter plus cher. Et quel est l'inconvénient que ça te coûte plus cher? C'est que ça va te limiter, voire t'empêcher d'investir parce que ton dossier vis-à-vis d'une banque va être dégradé, euh, soit par rapport au taux d'endettement, soit par rapport à tes dépenses, soit parce que tu vas avoir du mal à épargner. Et donc, dans ce cas-là, il est plutôt préférable pour moi d'investir d'abord. Euh, Dans les membres, j'ai des membres qui se sont rendus compte de ça après coup et qui ont revendu leur résidence principale pour repartir en location. Là-dessus, il y a toutes les écoles sont possibles. L'avantage en France, c'est si tu rentres ta résidence principale, tu fais une plus-value, il n'y a pas d'impôt. Donc, il y en a qui se sont dit, bah, tiens, je vais prendre ma plus-value, je repars en location et comme ça, je peux investir. Voilà. Donc, ça dépend évidemment de la situation de la personne, de ses revenus, de ce que ça représente, la résidence principale par rapport à ses revenus. Euh, mais financièrement, en tout cas, c'est le choix qui, à mon avis, c'est comme ça qu'il faut le faire. Après, voilà, il y a des situations personnelles, il y a le conjoint qui est pas toujours d'accord, et après, il y a d'autres éléments dans la vie qui font que c'est pas toujours le choix qui est fait. Mais financièrement, c'est ce qui fait sens, c'est celui-là. D'accord. Ok, très bien. Bon, merci pour ta réponse. Parce que comme tu dis, c'est vrai que c'est un vaste sujet. On entend
beaucoup d'avis, donc je voulais vraiment avoir le tien. Et une autre question que je voulais te poser, donc on parlait de liberté financière tout à l'heure, tu nous as parlé des étapes qu'il fallait, tu nous as dit à peu près combien de temps on pouvait y arriver. La question que je voulais te poser, c'est est-ce que c'est donné à tout le monde Ah bah de clairement, clairement, d'être libre financièrement? clairement. Ah oui, clairement. Ça, là-dessus, j'ai pas de doute. C'est donné à tout le monde. Après, tout le monde n'a pas ni l'envie, ni la confiance en soi, ni l'énergie parfois de faire le travail. Parce que c'est un travail différent, c'est un mode aussi où tu es en responsabilité de ce que tu fais. La plupart des gens préfèrent ne pas avoir de responsabilité. Euh, et donc, du coup, bah, quand on est responsable de rien, bah, faut pas s'étonner de ne pas avoir beaucoup de résultats, hein. C'est le corollaire. Euh, mais sinon, oui, je pense que c'est accessible à tout le monde. Pareil, hein, j'ai vu passer plein de gens qui avaient des revenus tout à fait normaux, voire certains qui étaient au SMIC. Ben, enfin, là-dessus, il y a pas de sujet. En fait, c'est un faux débat. C'est comme tous les gens ça je le vois tout le temps, hein, les gens qui pensent qu'ils sont trop jeunes, qui pensent qu'ils sont trop vieux, qui pensent qu'ils sont pas au bon endroit, qui pensent qu'ils font pas le bon métier. On est tous persuadés qu'on a quelque chose spécifique à notre situation qui nous empêche de faire ce qu'on a envie de faire. Évidemment, tout ça, c'est dans la tête. C'est du 100% mental, un peu de confiance en soi, un peu de connaissance aussi, bien sûr, et puis surtout voilà, la motivation d'avancer. Donc oui, tout le monde peut clairement le faire. Tout le monde peut pas devenir millionnaire, milliardaire, évidemment. Par contre, si tu prends ta trajectoire je sais pas, pendant une personne qui est au SMIC, se dire, bah, si elle continue comme ça pendant 40 ans, qu'est-ce qu'elle aura à la retraite? Elle aura, je sais pas, si elle se débrouille bien, je sais pas, 200 000 euros de côté, je sais pas, je dis ça au pif, ça doit pas être trop loin de la vérité. Euh, eh bien, alors, et se dire, bah, si elle se bouge un peu, qu'elle fait des choses un peu différemment, peut-être qu'elle peut arriver à avoir 500 000 ou 1 million d'euros de patrimoine. Voilà, donc c'est ça la différence. Ouais. Très bien. Alors, je vais passer dans un autre domaine parce que tu as plein de facettes, donc j'en profite que tu sois là. Je vais parler d'entrepreneuriat un peu parce que c'est des questions que je vois passer et que j'entends et que tu as déjà dû entendre. Est-ce que comme ça, tu as des idées? Enfin, on me demande souvent comment on fait pour créer un business, pour gagner de l'argent rapidement, facilement. Euh, En gros, est-ce que toi, tu as des idées de business? Est-ce que tu as des idées de business qui marchent aujourd'hui avec tout le recul, toute l'expérience que tu as, que les gens peuvent mettre en place? Alors, pas forcément facilement, mais voilà. Qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui selon toi? Voilà, il y a plein de choses qui fonctionnent. Non, pour une personne, tu vois, quand tu disais rapidement, euh, en fait, c'est pas un business, il faut monter ce qui s'appelle un service. C'est-à-dire que tu rends des services euh, via des plateformes ou via directement en contactant des gens auxquels tu proposes tes services. Et dans les services, bah, c'est très varié. Il y a beaucoup de services de ça peut être du montage vidéo, ça peut être un assistant de recherche, ça peut être un assistant administratif, ça peut être de la gestion de marketing, ça peut être, tu vois, ça peut être très, très varié. C'est souvent des services assez simples, dans le sens où tu es sur un secteur particulier, mais si tu veux, pour quelqu'un qui veut gagner de l'argent rapidement euh, et avoir un degré de certitude de réussite qui soit assez élevé, il faut s'orienter vers du service. Alors le service, c'est pas une fin en soi, on est toujours en train d'échanger sur ton code de l'argent. Par contre, c'est une bonne première étape ou une bonne étape intermédiaire avant de passer à un business à proprement parler ou à autre chose, ou se préparer à investir. Donc le service, il faut pas le négliger. Beaucoup de gens n'aiment pas l'aspect service parce que bah, c'est compliqué, on fait face à du rejet, beaucoup de rejet parce que tu proposes ces services, évidemment, tout le monde n'accepte pas. La grande majorité des gens vont refuser de toute façon les services. Mais par contre, quand tu as trouvé le service que tu proposes, à qui tu t'adresses, ta tarification, comment tu délivres ta prestation et tout ça, quand tout ça est bien défini, ça roule bien et ça peut te permettre vraiment d'avoir un premier pas dans l'entrepreneuriat, même si c'est pas un business. Il ne faut pas confondre les deux. Et je parle en connaissance de cause, hein, parce que j'ai fait beaucoup de la prestation de service quand j'étais consultant, c'est ce que je faisais. Hein. Euh, donc je connais assez bien cette partie-là. Et après, effectivement, monter un business, qu'est-ce qui marche? Et dire, la meilleure moyen de le savoir, c'est de copier un business qui marche déjà. Hein. C'est de reproduire. Donc copier, c'est pas recopier bêtement
le nom, le titre et tout, hein, c'est pas copier dans ce sens-là, mais c'est s'inspirer, dupliquer quelque chose qui marche. Parce que si ça marche, c'est que le gars qui l'a monté, il a compris quelque chose. C'est qu'en face, il y a des clients, il y a une demande, et il vaut toujours mieux être sur un marché sur lequel il y a déjà du monde, voire beaucoup de monde, que d'essayer d'inventer un truc que personne ne fait, parce que si personne ne le fait, c'est que il y a de grandes chances que c'est parce que ça n'intéresse en réalité pas les gens ou que c'est pas rentable. Donc voilà, la voie du service ou alors dupliquer un truc qui existe. Euh, une autre question aussi, encore une fois, j'utilise toute ta palette d'expertise. En termes de crypto-monnaie, alors tu vois, moi, par exemple, je suis vraiment débutant et je ne connais pas du tout. Est-ce qu'aujourd'hui, pareil, est-ce que c'est donné à tout le monde d'investir en crypto-monnaie? Est-ce que, je sais pas, il faut un capital de départ? Comment ça fonctionne? Et est-ce que ça a de l'avenir selon toi? Alors, ben ça va dépendre dans quel objectif tu le fais. Euh, Si tu le fais en mode trading, donc ça, c'est un métier qui existait déjà, hein, mais qu'il faut juste appliquer à la crypto. C'est un métier à part entière, donc qui est très risqué, mais pourquoi pas. Euh, Si tu le fais en mode long terme, c'est donné à tout le monde parce que aujourd'hui, tu as des services, tu as des sociétés qui te proposent des services d'investissement dans la crypto. Donc, mais je passe des trucs légit, hein, clean, pas des trucs scammy. Tu as des sociétés qui sont basées en France qui proposent ça. Hein. Tu mets, je sais pas, 100 euros par mois et eux vont te l'investir sur un panier de crypto ou juste sur du Bitcoin, tout bêtement. Donc, en mode investissement long terme, moi, je trouve que ça a du sens. Enfin, le trading a du sens, mais c'est juste que c'est un métier à part entière. Mais voilà, investissement long terme, donc tu peux le faire évidemment tout seul parce que c'est pas non plus très compliqué, la crypto, surtout aujourd'hui. Il y a beaucoup de tutoriels, de choses qui sont expliquées. En investissant voilà, un petit peu d'argent tous les mois sur notamment le Bitcoin, qui reste on va dire, la crypto de référence et puis probablement la plus sûre, celle qui sera là dans 5 ou 10 ans, on va dire, comparée à d'autres. Et puis, est-ce que ça a de l'avenir? Alors, je suis convaincu que oui, mais après, il est assez facile que l'histoire change. Le plus gros risque sur la crypto, c'est la régulation, hein, c'est la réglementation qui change et il y a eu à plusieurs reprises, de toute façon, des tentatives de s'aborder la crypto dans son intégralité. Bon, ils n'y sont pas parvenus jusque-là, on verra s'ils y arrivent un jour. Mais s'ils n'y arrivent pas, voilà, le Bitcoin peut prendre beaucoup de valeur. Le Bitcoin, c'est un petit peu c'est l'or pour les gens, quoi. C'est l'or pour le grand public, euh, avec tout ce qu'on connaît de la crypto comme caractéristique. Mais voilà, c'est une valeur refuge numérique et voilà. Et pour ça, moi, en tout cas, je trouve ça génial pour cet aspect des choses. Après, c'est un marché, il faut bien avoir conscience, qui, comme je le disais, n'est pas régulé. Donc, ce qui fait l'objet de beaucoup de manipulations. Il y a beaucoup d'attaques de, d'acteurs, soit de l'écosystème, soit en dehors de l'écosystème. On l'a vu en 2022 avec beaucoup de projets dont la faillite a été provoquée par des attaques et par voilà. Donc ça, il faut faire attention à ça parce que du coup, autant si vous investissez en action, le marché action, il y a de la manipulation, il y a de l'insider trading, il y a tout ça qui existe encore même aujourd'hui, même si c'est illégal. Mais dans la crypto, il n'y a même pas de règles. D'accord? Donc c'est un niveau supérieur, il faut avoir conscience de ça. C'est important. Mais malgré tout cela, je pense que c'est un secteur qui a de l'avenir et je pense que c'est quelque chose qui peut prendre potentiellement beaucoup de valeur. Voilà. Très bien. Bon, bah, merci pour ton retour. Pour terminer sur les conseils que tu peux donner, si on parle de toi, si tu devais refaire les choses, si tu devais repartir de zéro, est-ce que tu ferais pareil? Ou est-ce que, avec du coup l'expérience que tu as aujourd'hui, est-ce que tu changerais des choses par rapport à ce que tu as fait aujourd'hui? Ah, c'est sûr. Probablement que j'investirai dans l'immobilier beaucoup plus tôt, c'est certain. Euh, Moi, j'ai commencé qu'à l'âge de 30 ans, tu vois, donc j'aurais bien commencé 5 ans plus tôt, ça aurait été pas mal. Et puis c'est tout, hein. Après, c'est tout. Sinon, le reste, je suis content de l'avoir fait comme je l'ai fait. Euh, J'aurais évité certaines associations aussi, certainement. Voilà. Mais à part ça, non, c'est toujours facile hein, de refaire, réécrire l'histoire.
Mais non, non, je pense que l'idée serait de commencer plus tôt. Le, J'aurais probablement, enfin, si, il y a aussi une autre partie, j'aurais probablement pas fait d'études. Euh, alors bon, moi, venant de je viens d'un milieu où, si tu veux, on n'avait pas, on n'avait ni capital social, ni capital économique. Et donc, c'était compliqué de démarrer quand t'as rien de tout ça. Donc, l'école, ça m'a apporté un petit peu de capital social, on va dire. Mais ça m'a coûté probablement 7 ans pour pas grand-chose. Voilà. Donc, s'il y a un truc que je referais, si j'avais ce capital-là à 18 ans ou un truc comme ça, bah, c'est arrêter l'école. Ça sert à rien. Franchement, ça sert à rien, sauf si vous voulez être salarié ou dans une profession réglementée. Mais sinon, sinon l'apport, le temps consacré versus l'apport et le coût, euh, ça, la balance, elle est fortement négative selon moi. Donc voilà, j'aurais probablement skippé l'école. Ça m'aurait fait économiser du temps et je serais parti sur autre chose. Bien. Bon, en tout cas, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que on parle de liberté financière. C'est vrai que c'est pas forcément des choses qu'on apprend à l'école et durant nos études. Et du coup, bah, il se trouve que toi, aujourd'hui, tu enseignes ça, tu formes les personnes à ça, tu les accompagnes. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Qu'est-ce que tu proposes? Comment on peut apprendre avec toi? Voilà, qu'est-ce que tu proposes? Alors moi, ce que je propose, bah, c'est que j'ai différents programmes sur toutes les thématiques que je creuse, que j'applique. Bah, évidemment, à commencer par l'immobilier, où j'ai un programme qui est dédié à cela. Euh, Pareil sur la bourse avec un portefeuille long terme. Là, encore une fois, il s'agit d'investir un peu tous les mois ce qu'on peut et puis de passer quelques minutes par mois à le gérer, pas plus. C'est pas du trading. Donc, long terme. Et puis après, sur plein d'aspects complémentaires, donc on ne pourra pas tout aborder là, mais par exemple, tu vois, sur les SCPI, donc les SCPI qui est une forme d'investissement dans l'immobilier, dans des sociétés non cotées qui gèrent de l'immobilier pour toi. Euh, donc, j'ai un programme que sur ça. Donc, moi, l'idée, c'est de pouvoir en fait, j'applique tout ça. J'ai des parts de SCPI. Je fais par exemple du crowdfunding. Donc, j'ai expliqué en détail aux gens qui le souhaitent ce qu'est le crowdfunding, comment ça marche. Et donc, si tu veux, je crée des programmes au fur et à mesure en fonction de mes découvertes et des questions qui me sont posées aussi. Donc, l'idée, c'est de pouvoir aider les gens à comprendre, démystifier bah, les investissements, leur donner des repères, leur donner des réflexes, des axes de compréhension et puis qu'ils puissent après par eux-mêmes aller voir bah, des professionnels spécialisés s'il faut, ou le faire par eux-mêmes, selon les cas. Euh, Tu vois, par exemple, j'ai un programme sur la fiscalité immobilière, tu vois, je suis pas fiscaliste, mais je fais ça depuis plus de 10 ans, j'ai décortiqué beaucoup de trucs, donc l'idée, c'est de pouvoir transmettre et faire gagner beaucoup de temps à quelqu'un qui voudrait la comprendre, quitte à ce que cette personne aille avec des questions précises, voir un avocat fiscaliste ou un autre professionnel sur des aspects précis. Euh, c'est le fruit de ce que j'ai constaté hein, en travaillant avec mon expert comptable, avec un avocat, avec d'autres professionnels, des notaires, etc., où en fait, tu te rends compte que personne ne t'explique jamais les bases et personne ne t'explique jamais pourquoi il te recommande telle solution. Euh, Parfois, il t'explique un petit peu les conséquences de ce qu'il te recommande. Mais en fait, je me suis retrouvé, si tu veux, c'est un sentiment assez désagréable quand tu vas voir un pro que tu payes parfois cher, qui te dit il faut faire ça. Et en fait, tu ne comprends pas pourquoi il te dit qu'il faut faire ça. Tu ne comprends pas quelles auraient été les autres options. Tu ne comprends pas les conséquences de son choix. Tu ne comprends pas les conséquences de ne pas faire les autres choix. Et donc, c'est assez frustrant, que ce soit quand tu investis, peu importe ce dans quoi tu investis, que ce soit sur la fiscalité, que ce soit sur l'aspect patrimonial, matrimonial, c'est pareil. Donc moi, j'essaie de décortiquer tout ça, si tu veux, et au gré des programmes, d'expliquer pour que les gens puissent comprendre simplement les options et comment ça marche. Voilà. Très bien, très bien. Et du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur quel réseau tu es actif du coup? Alors, je suis surtout sur ma chaîne YouTube. On va dire, c'est le format que j'aime bien. Et puis après, de manière un peu épisodique sur les autres réseaux. Euh, mais voilà, mon réseau principal, c'est YouTube. Très bien. Bon, bah, de toute façon, je mettrai en description bah, tous tes réseaux. Et puis, pour ceux qui nous écoutent, nous regardent, je vous invite à aller voir ce que fait
ce que fait Mickaël, parce qu'honnêtement, bah voilà, moi je voulais te remercier déjà pour tout ce que tu fais, parce que c'est vraiment hyper éducatif et puis c'est hyper varié, donc c'est bien parce qu'il y a des gens qui sont focalisés que sur l'immobilier, toi tu parles vraiment de tout. Donc déjà, merci pour ça. Du coup, moi, Mickaël, j'ai plus de questions. Est-ce que tu veux rajouter des choses ou c'est bon pour toi? Non, simplement, je pense que voilà, c'est important, bah, le travail que tu fais aussi, hein, de voilà, de démocratiser ces thématiques. Euh, je pense c'est important que les gens se bougent et avancent, surtout dans la période dans laquelle on est. Euh, voilà, on a eu beaucoup d'inflation, le pouvoir d'achat des gens a été massacré, ça va pas s'améliorer. Euh, on va probablement traverser une crise bancaire ou une crise financière dans l'année à venir, vu la situation. Donc voilà, il faut être prêt. Hein. Il faut être prêt. Faut pas attendre que le gouvernement vous protège parce que c'est pas quelque chose qu'il sait bien faire. Euh, donc voilà, c'est important que tout le monde se mette en sécurité, mette sa famille en sécurité et puis se protéger son patrimoine et puis se créer également une vie, voilà, une vie qui vaut la peine d'être vécue aussi, quoi. Hein. Ça reste la base, ça reste la base. C'est la base de ma démarche. Voilà, c'est hyper important parce que le temps ne fait que défiler dans un sens. Voilà. Très bien. Bon, bah, ce sera le mot de la fin. Mickaël, encore merci beaucoup pour ton temps. Merci d'être venu sur la chaîne. Voilà, bah, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Merci.